Très contente aujourd'hui de te présenter la clé de la semaine qui est la clé 11, la lumière de l'Éden. Elle fait partie du cercle de la lumière avec les clés 5, 9, 11 et 26. L'ombre de l'obscurité, le don de l'idéalisme et le sidi de la lumière. Le dilemme de cette 11e clé, c'est les croyances. Alors, on va plonger en fait dans cette clé de l'obscurité. La 11e clé génétique vous fera découvrir un tout nouveau monde, celui de la lumière. C'est effectivement cette clé qui donne son nom au groupe chimique et génétique appelé le cercle de la lumière. Cette clé génétique concerne la vision humaine à la fois interne et externe. Elle est donc profondément reliée à l'œil et au mécanisme qui fait passer les images du cortex visuel au cerveau, où elles s'intègrent à l'imagination. Le codon génétique nous permet d'observer l'une des découvertes les plus fascinantes sur le potentiel lumineux. L'acide aminé, nommé tréonine, programme votre ADN par le biais de cette 11e clé. La tréonine encode aussi pour ces trois autres clés génétiques, la 5, la 26 et la 9. Chacune de ces quatre clés concerne un code distinct reliant les humains à la lumière. Alors la clé, juste pour mémoire, la clé 5, c'est celle de l'impatience et de la patience. La clé 9, c'est la clé de la réticence, de l'inertie et le don de la détermination. Et la clé 26 est l'ombre de l'orgueil, le don de l'habilité et le sidi de l'invisibilité. Euh, qui nous montre en fait comment exercer notre volonté. Et finalement, eh bien, cette 11e clé nous parle aussi de la façon dont notre cerveau va transformer en fait notre vision idéale, notre vision du féminin, et le dévier finalement pour ne pas atteindre en fait pour ne pas traverser ses peurs, en fait. C'est incroyable et ça me parle bien parce que je sens bien en ce moment qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont comme ça, un peu entre deux eaux. On est comme à un moment d'un passage, en fait. On sent vraiment un poids, une résistance, en fait, à sauter dans le vide, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qu'on a lâché, euh, mais finalement, on ne voit pas la prochaine étape et ça nous met dans une situation vraiment super désagréable. Et je pense que ça va nous donner, nous éclairer, cette clé nous éclaire vraiment du processus biologique en fait auquel nous avons à faire face pour pouvoir transcender ça. Alors, quand on observe en fait chacune des quatre clés génétiques qu'on vient de voir sous l'angle en fait de leur ombre, on comprend mieux la profondeur du lien entre la souffrance humaine, la capacité ou l'incapacité à utiliser justement les pouvoirs de clarté grâce au médium lumineux. Avec l'ombre et le don de cette 11e clé, nous examinons l'interface entre la lumière et l'esprit humain. La 11e onde crée une fréquence d'interférence qui s'intercale entre la lumière et la manière dont le cerveau la traite, la traduit et la communique. Autrement dit, cette ombre perturbe notre existence existentielle globale et constitue de ce fait le champ du délire, de l'illusion et de l'obscurité. La grande majorité des êtres humains sur cette planète vit dans une bande très étroite d'ondes lumineuses, ce qui veut dire que leur vision du réel n'est pas claire. Ce que la plupart des gens prennent pour la réalité n'est qu'une image assombrie et déformée. Ce que l'on appelle, en fait, ce que Genki appelle la lumière, c'est ce qu'on appelle aussi la conscience. Être dans la conscience et voir les choses dans son ensemble, dans sa clarté, en fait. Et finalement, la 11e ombre limite considérablement un fonctionnement spécifique de l'hémisphère droit, en fait, du cerveau. Plutôt que de percevoir les structures et les faits par le biais du langage et des chiffres,
Il s'agit de cet aspect de votre esprit qui perçoit la réalité grâce à des quantités d'images fractales interconnectées et captées par l'intuition dans les profondeurs cérébrales. Donc ça, c'est vraiment l'hémisphère droit qui représente de manière comment dire, convenue, hein, le côté féminin du cerveau, qui est celui de la pensée latérale, intuitive et artistique. On serait extrêmement choqué, dit Richard Rudd, de voir jusqu'à quel point notre perception de la réalité est limitée quand cet aspect féminin de votre nature ne fonctionne pas correctement. Et, et je crois que d'ailleurs, pour moi, en tous les cas, c'est vraiment le défi justement de ce passage. Nous sortons, et là je me réfère aussi à toute la lecture astrale, nous sortons de l'ère du bélier. Là, il y a vraiment une grosse transformation. On sort en fait de l'ère en fait du bélier ou du poisson, qui est l'ère du rationnel. Alors c'est un peu bizarre parce que le poisson, c'est plutôt un signe spirituel, mystique, etc. J'ai jamais vraiment compris pourquoi on parlait de l'ère du poisson en opposé avec l'ère du Verseau. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, ça, je ne suis pas une spécialiste, hein, donc, mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que l'on va vers l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, eh bien, c'est justement la dimension plus air et qui va justement nous inviter à non plus être dans la tête, mais nous relier en fait aux énergies plus du cosmos et donc plus en lien avec l'ouverture du cœur, s'ouvrir à plus de coopération. On quitte un monde de la rigueur, du rationalité, de la logique, et on va vers quelque chose beaucoup plus sensoriel, sensitif en fait. Et pour ça, bah, le cerveau, justement, va quelque part nous brouiller les pistes, en fait, parce que bah, on s'oriente vers quelque chose d'inconnu. Cette ère féminine, on l'a jamais explorée, donc ça fout les jetons, en fait, de manière très, très, très concrète, en fait. Donc c'est l'ombre de l'obscurité qui nous plonge dans une réalité virtuelle, une construction créée par une combinaison de programmes venant de cette ombre et de sa partenaire de programmation, la 12e ombre de la vanité. Et donc, c'est comme ça que l'on a une vision complètement occultée de la réalité qui fait que, qui nous permet de rester dans la zone de confort, en fait, et qui nous empêche d'évoluer finalement. Euh, donc la suite de l'histoire implique la programmation de la 12e ombre qui est située à l'autre bout de notre génome. Cette ombre utilise le son et non la lumière pour coder. Elle transforme la réalité plutôt abstraite donc de la 11e ombre en un langage intérieur. C'est les petites voix voilà, que l'on a en fait. Hein. Donc c'est des fabrications neurolinguistiques que vous projetez ensuite sur le monde. Le soi séparé se retrouve au centre de son monde virtuel. C'est une illusion contrôlée par un régime fasciste interne qui se sert d'un média ambiant pour nous manipuler en permanence par le biais de la lumière et non du son. En d'autres termes, les 11e et 12e ombres ne nous laissent voir et entendre que ce qu'elles veulent. Si cela nous parle, et si cela vous parle, c'est parce que le monde extérieur reflète souvent la réalité intérieure. Sur notre planète, vanité est le nom que l'on donne au faux protagoniste assis en plein centre de notre écran, qui est la base de cette réalité fictive. De nombreux systèmes et traditions ont appelé cette construction intérieure l'ego. Donc c'est bien l'inconscient collectif en fait. Donc le secret de la 11e clé génétique et du cerveau droit est celui des archétypes. Toutes les images et les éléments qui affluent de notre inconscient représentent chacun un archétype, c'est-à-dire une évocation, c'est de l'énergie en fait. Et c'est toutes les mythes, les contes, toutes les histoires finalement sont fondées sur ces énergies d'archétypes, sur ces archétypes. Il y a l'archétype de la marâtre, l'énergie de la fée, l'archétype de la magicienne, l'archétype du destructeur.
voilà, dans toutes les représentations et dans le, le chemin du héros, et bien finalement, c'est justement la traversée de tous les archétypes. Euh, si tu t'intéresses en fait à ce sujet des archétypes, je te renvoie à certaines vidéos que j'ai déjà faites sur l'orphelin, l'innocent, voilà, qui va déjà t'éclairer sur voilà, des personnages finalement qui se jouent à l'intérieur de nous et dont c'est va être difficile en fait de sortir. La victime, voilà, le pauvre orphelin qui est abandonné de son père et de sa mère et qui finalement voilà, se retrouve justement dans cette obscurité. Le guerrier, mais à chaque fois, dans chaque archétype, il y a une face ombre et une face lumière. Et c'est de ça, justement, dont il s'agit. Le guerrier, souvent, par exemple, chez les hypersensibles, bah, je vois bien hein, la colère. Ah non, 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 je ne veux pas aller dans la colère. Je ne veux pas aller dans la manifestation, en fait, de cette colère dont j'ai souvent subi, en fait, des conséquences. Mais la colère, elle est juste, en fait. C'est pas, la colère n'est pas l'agressivité, n'est pas la violence. Si elle est mise au service de la protection de tes valeurs, alors elle est nécessaire. Et c'est important de se réapproprier ces énergies afin de pouvoir avancer et de pouvoir se relier justement aussi à notre énergie vitale, à notre énergie sexuelle. Parce que voilà, si on se cache en fait de la colère, eh bien, on va manifester cette colère d'une manière justement détournée. Alors, les deux natures, toujours la nature refoulée et la version réactive de cette 11e ombre de l'obscurité, eh bien, la nature refoulée, c'est celui qui fantasme, celle ou celui qui fantasme. Donc, quand les figures archétypales du cerveau droit sont refoulées, elles se replient vers les profondeurs où elles fabriquent un univers de fantasmes. La fantaisie n'est pas mauvaise à condition qu'elle trouve une expression saine. Mais dans la plupart de ces cas, elle ne le fait pas. La peur est à la base du refoulement. Voilà, je n'assume pas en fait cette part de moi, je la refoule, mais finalement, ces énergies finissent toujours en fait par se manifester d'une manière ou d'une autre, et voilà, elles nous créent des problèmes en fait. Quand elle n'est pas reconnue, elle provoque une immense perte d'énergie dans l'ensemble de notre corps et dans notre être. Des vies qui ne sont pas vécues sapent progressivement l'énergie et conduisent à toutes sortes de troubles de santé physique. Ce que j'observe, par exemple, chez les hypersensibles, c'est que souvent, ils se sont coupés de cette notion de défi. Les THPI ont besoin de défis dans leur vie. Et finalement, on va créer des situations abracadabrantes, des situations compliquées, des histoires de justice, des mêlées relationnelles, histoire de nous créer des défis. Mais finalement, si on répondait aux défis de notre mission de vie, eh bien, ça va nous occuper beaucoup plus l'esprit et de manière beaucoup plus saine, tu comprends? Voilà, et pareil, il y a beaucoup de gens qui vont refouler voilà, ce besoin de défis, de défis de vie par une sexualité bah, qui est pas en lien avec le cœur, par exemple, mécanique, par exemple. Euh, donc, les fantasmes internes qui ne se trouvent pas d'expression créative nous empêchent de suivre votre destinée authentique, car celle-ci est occultée derrière ces songes. Plus nous les réprimons, plus ils se déforment, à tel point que ce qui était un simple archétype se pervertit en quelque chose de bien plus sombre. Nous ne pouvons libérer notre pouvoir créatif intérieur tant que nous n'en assumons pas la responsabilité. Donc c'est vraiment intéressant de travailler en fait sur ces archétypes et de prendre conscience en fait de ces énergies et de les transmuter. Et c'est vraiment tout le travail en fait que je souhaitais lancer il y a quelques mois là, justement sur les archétypes, mais je vais les réactiver parce que je suis convaincue de l'effet en fait de la valeur, et le fait de lire cette clé me conforte dans l'importance finalement de revenir à l'essence même des archétypes, justement pour pouvoir nous préparer
aller vers l'inconnu de manière plus sécure, en fait. On va pouvoir identifier beaucoup plus, eh bien, les archétypes qui se jouent de nous. La nature réactive, c'est dupe. La nature réactive est ancrée dans le déni et dans la colère. Elle amplifie la projection de son fantasme, tandis qu'elle essaie de le manifester dans le monde. Si la colère était reconnue et la peur sous-jacente assumée, alors nous pourrions effectivement réaliser nos archétypes intérieurs. Mais en aucun cas la nature réactive ne peut se le permettre. Ces natures se servent du monde extérieur pour se dérober à leur univers interne. Ce sont les personnes qui ont une idée géniale mais ne les réalisent jamais. Du fait de leur profond déni, elles ne peuvent se libérer de l'illusion de ce qu'elles pourraient un jour devenir. Ces gens se dirigent inéluctablement vers la déception, voire même l'effondrement. Le délire correspond à la tentative d'extérioriser une chimère qui masque un rêve authentique plus profond. Tant que cette vision réelle n'est pas révélée, ce qui émerge n'est qu'un vernis sans aucun pouvoir de concrétisation. Et ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve chez tous les THPI qui vont juger justement l'extérieur. J'ai fait ça pendant très longtemps. Dès que je faisais une formation, je voyais en fait tout ce qui n'était pas fait, tout ce qui était pas parfait, mais c'était justement une manière finalement, je projetais, tu vois, cet archétype de l'imperfection, de la perfection à l'extérieur, et quelque part, ça nourrissait ma résistance à y aller, parce que finalement, le fait de me mettre en action, c'était prendre le risque de moi aussi faire les choses, d'être déçu finalement de ce que j'allais pouvoir offrir en fait. Mais ça fait partie du taf, ça fait partie de l'expérience que de prendre conscience que, bah oui, au départ, on est en mode apprentissage et qu'avec les années, eh bien, on va se perfectionner, mais il faut bien démarrer. Tu vas pas monter l'Everest sans démarrer, sans passer par un premier pas, en fait. Et donc, voilà, il va falloir lâcher justement toutes ces fantasmes d'être parfait, d'être meilleur, d'être la meilleure, et juste prendre ta place. Le 11e don, c'est l'idéalisme. Donc le réalisme magique, c'est l'une des plus grandes clés de notre époque actuelle. Notre monde deviendra plus sain à mesure que l'on encouragera les gens à jouer avec l'imagerie et le pouvoir créatif de l'hémisphère droit de leur cerveau. Ça, j'en suis convaincue et ça fait longtemps que je le dis, n'est-ce pas? Si tu es sur cette chaîne, tu sais que beaucoup de gens ne comprennent pas que quand je parle justement de ce côté créatif, que le féminin est l'avenir de l'humanité, je ne parle que de la partie hémisphère droit, créatif, de la part de nous. Je ne parle pas des femmes dans leur globalité. Je sais que voilà, c'est la partie plus créative, intuitive que nous avons à manifester dans ce monde. Ce n'est pas le cerveau qui va décider. En fait, le cerveau, lui, décide avec la peur. Voilà. Et toutes ces clés-là nous montrent à quel point eh bien, le cerveau gauche, finalement, nous fait barrage sans arrêt, en fait. Donc, il va falloir être filou. Et c'est pour ça que de le faire, d'être accompagné pour identifier voilà, les blocages, ne pas se laisser pervertir, en fait, par ces illusions. Là, par exemple, je m'amusais, je me suis amusée pas plus tard qu'hier avec un de mes clients qui, à peine démarré, a laissé son rebelle, en fait, décider. Je lui avais demandé de me renvoyer un document deux jours avant le deuxième rendez-vous. Eh bien, il l'a fait juste la veille, en fait. Et en trouvant des excuses, en se justifiant à travers voilà, son histoire, ses étiquettes, ses diagnostics TDAH, etc. Mais bah, en faisant ça, il n'assumait pas sa responsabilité en fait. Et là, waouh, il y a eu une vraie prise de conscience, mais c'est super parce que bah, c'est comme ça, c'est prise en flagrant délit. Là, le rebelle qui ne veut pas prendre sa responsabilité, qui en fait qu'à sa tête, qui veut faire le moindre effort et qui va justement céder à toutes les plaisirs quelque part, la procrastination, tout ce qui est facile en fait. Mais bah, ce qui est facile, bah, finalement, n'est rarement
ce qui est au service de l'évolution. Donc on ne peut pas évoluer sans détermination, sans aller dans justement euh, la prise de conscience de ce qui nous bloque. Donc la pression de notre passé ancestral est faite de ces images intérieures. Autrement dit, elles sont des mémoires. Il ne s'agit pas simplement de souvenirs personnels, mais d'histoires collectives intégrées. Et ça, c'est vraiment hyper important. Par exemple, l'imagerie de la sorcellerie. Mais bien sûr que quand on commence à aller vers plus d'intuition, que l'on laisse notre partie féminine se révéler, eh bien, il y a, et se manifester, il y a comme une espèce de peur d'exister, de se montrer. Parce que bah, il y a quelques générations antérieures, eh ben, ces pouvoirs de guérison, ben, on les a complètement, on a tué, on a brûlé en fait ces sorcières. Et donc ça fait partie de peurs qui restent là, qui sont comme des mémoires en fait auxquelles nous sommes confrontés. On les voit pas, mais on les sent. Elles sont vivantes en nous en fait. Donc c'est vraiment important de les regarder en face, voilà, de juste rester avec et finalement d'y aller quand même. C'est ce qu'on appelle l'audace. C'est j'ai peur et j'y vais. Je traverse les peurs. Et c'est comme ça que justement, on va développer en fait nos dons. Euh, et donc voilà, cet archétype ou cette... Donc, mais au bout d'un certain temps, les figures que vous croisez se fondent en images de moins en moins nombreuses jusqu'à ce qu'elles se regroupent en un seul archétype principal. Cette représentation ou cet être est la marque de votre propre némésis. Cet archétype fondamental représente la distillation de tous les aspects de votre nature et son apparence est si puissante qu'elle met littéralement fin au processus d'évolution et de croissance. Pour une durée indéterminée, vous devez rester face à face avec ce démon intérieur. On a tous en fait un démon intérieur, voilà, qui va essayer de nous barrer la route en éprouvant les sentiments qu'il engendre. L'émerveillement, la terreur, le chaos et l'amour. Quelle que soit la forme que l'esprit tente d'attribuer à cette créature, elle est dévorée par la fréquence extrêmement haute de l'archétype lui-même. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est de rester avec qui va faire que finalement l'énergie va elle-même se transmuter. Différentes cultures et croyances lui ont donné divers noms. Il est le doppelganger de la psychologie freudienne, le gardien gnostique du seuil, le gardien du seuil et le diable dans le désert des chrétiens. Il représente la somme des projections collectives mythiques du bien et du mal. Voilà, c'est quand on confronte, donc là, nous sommes vraiment dans cette confrontation de ce démon intérieur, de ce soi séparé qui va finalement se dissoudre progressivement avec l'archétype lui-même. Donc l'invitation est vraiment de danser, j'ai envie de dire, d'exprimer ce qui est là. Il y a de la colère, alors exprime la colère par différents biais créatifs, à toi de sentir le biais créatif, ça peut être corporel, la danse, ça peut être d'aller dans la nature, crier, ça peut être chanter, ça peut être écrire, ça peut être dessiner. Mais ce qui est important, c'est vraiment voilà, de le poser, d'utiliser cette énergie et de faire confiance au processus et bien de dissolution. Le 11e sidi représente ce qui advient lorsque nos mémoires archétypales contenues dans l'inconscient collectif a été filtrée et s'exprime à travers la vie d'un individu. Voilà, mais je ne parle pas trop du sidi. Le sidi, c'est justement la lumière. Déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est d'aller au-delà, en fait. Voilà, mais là, on est déjà très très haut. L'idée est déjà d'être dans cette énergie de l'idéalisme, du réalisme magique, et d'écouter vraiment cette nature féminine et de ne plus fonctionner avec nos peurs. Ça, c'est vraiment le grand défi, et de faire confiance à cette lumière intérieure, de nourrir en fait la lumière et à la fois voilà, d'être conscient, d'être présent à toutes les résistances qui sont là et qui viennent faire obstruction et welcome, voilà, on les intègre, on les accueille. On continue pas à dire ah mais j'en ai marre, je suis nul, machin. Non,
OK, je te vois, je vois ta résistance. Et voir la résistance, c'est déjà, eh bien, la transmuter. C'est le cœur, l'archétype du cœur, le maître du cœur est un énorme guérisseur, est un alchimiste en lui-même. Donc, plus tu vas accueillir tes résistances, voilà, tes peurs avec le cœur, eh bien, plus ça va se transmuter de manière naturelle. Voilà pour cette semaine. Donc, tu vois, ça va être encore une semaine wouhou, bien rock'n'roll. Ne t'étonne pas que voilà, ça soit pas simple en fait, hein. Donc, il y a vraiment à accepter ces transformations intérieures et d'y aller franchement. Si tu te sens voilà, l'intention de vraiment transmuter ces énergies, si tu vois que ça fait un moment que tu tournes autour mais que tu n'y arrives pas, eh bien, travailler avec une femme, ça fait, ça aide aussi parce que bah, les hommes n'ont pas, ont rarement fait en fait ce travail alchimique. Et donc, bah, je crois que c'est vraiment l'ère aussi des accompagnantes, des guérisseuses. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'accompagner de plus en plus d'hommes et de femmes, je précise, à devenir leurs propres guérisseurs pour qu'il y ait plus de guérisseurs et de guérisseuses sur ce monde parce qu'on a vraiment besoin d'aller travailler dans les mémoires collectives, dans les mémoires ancestrales, afin de nous permettre voilà, d'aller, de contribuer et d'aller dans le mouvement de cette ère du Verseau qui nous attend. Et là, on en a pour 2 ans, donc c'est le moment vraiment de faire ce travail alchimique. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle clé.